Le proviseur apparut tout sourire et se dressa devant l'assemblée en se tapotant bizarrement les flancs, au niveau des poches de son veston, comme s'il ne savait que faire de ses mains. Il se lança d'une voix forte et émue dans un laïus qui impressionna fortement Mehdi. Des années plus tard, il s'en souvenait encore. Nous avons reçu cette année M. Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères. C'est un grand honneur qui nous a été fait. Après avoir visité notre établissement, notre hôte illustre a écrit sur le livre d'or ces mots généreux que je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous, puisqu'il s'adresse à nous tous. Hommage aux enseignants et aux proviseurs du plus grand lycée d'un empire spirituel, l'empire de la francophonie. On ne peut, les applaudissements coupèrent l'élan de M. Bellion, qui s'interrompit de bonne grâce. Il en profita pour de nouveau se tapoter les flancs, puis il enchaîna. On ne peut mieux caractériser ce qui nous lie. Nous sommes fiers de vos enfants, de nos enfants. Notre lycée est le symbole éclatant de l'amitié entre les peuples, de la richesse du dialogue et de la diversité. Tous ont fait de leur mieux. Quelques toux discrètes parcoururent l'assistance. Mais il faut distinguer particulièrement ceux qui se sont illustrés par leurs efforts, leurs talents, leurs résultats. C'est ce qu'on appelle l'élitisme républicain. Ce n'est pas un oxymore. Quelques chuchotements questionneurs dans les travées indiquèrent que le mot oxymore n'était pas connu de tous. Satisfait de son effet, M. Bellion sourit, adressa un clin d'œil à M. Flamand et continua. Il évoqua toute l'histoire du lycée Lyautey, dont il fit une sorte d'épopée des temps modernes. Notre bel établissement est issu du lycée en planche. Il lève la tête, malicieux. Oui, ça s'appelait comme ça, qui fut fondé en 1913 dans les baraquements militaires du camp Villegrain. Là se dresse aujourd'hui la Banque centrale, Banque El Maghrib, n'est-ce pas, près de la poste principale. À partir des années 1920, alors que Casablanca prend son prodigieux essor, ce lycée de Casablanca se divise en grands lycées, installés quartier Mère Sultan, et en petits lycées rue d'Alger, ou du moins ce qui s'appelait alors rue d'Alger. Ces deux structures réunies sous la même direction deviennent officiellement le lycée Lyautey en 1925, lorsque le maréchal, qui fut, comme vous le savez, le premier résident général de la France au Maroc, quitte avec regret l'empire chérifien. Pause émue. Son pays d'adoption, duquel il ne parlait qu'avec le plus grand respect, auquel il s'est tant attaché pour retourner en France, plein d'usages et raisons. Nouveau clin d'œil à M. Flamand. Vivre entre ses parents le reste de son âge, comme dit le poète. Le lycée devient alors le creuset où se forme l'élite maroco-française. Puis il brossa un tableau idyllique de l'avenir qui s'ouvrait devant les élèves travailleurs et assidus. Mehdi, assommé par le soleil, ne percevait plus que des bribes du torrent de mots et d'images qui déferlaient sur la cour. Votre avenir est entre vos mains, une tête bien faite et une tête bien pleine. Le bonheur, c'est d'avoir la maîtrise de sa vie. M. Bellion avait fini son discours. Il remit ses feuillets dans la poche intérieure de son veston, enleva ses lunettes et s'essuya le front à l'aide d'un mouchoir blanc qu'il avait fait apparaître d'un geste vif du poignet comme un prestidigitateur. Les applaudissements éclatèrent, les professeurs s'adressaient les uns aux autres, des sourires narquois, des petits clins d'œil, des mimiques. Seul M. Marcellus
se tenait droit sur sa chaise, les bras croisés, l'œil sévère. La cour s'était transformée en une gigantesque étuve, et pourtant il était, comme à son habitude, strictement vêtu, la chemise amidonnée, le complet impeccable. La cravate semblait une fourche brandie vers sa pomme d'Adam, proéminente. Monsieur Porte, qui portait un gilet jaune incongru sous sa veste de blazer, chuchotait de temps à autre dans l'oreille de sa voisine qui enseignait l'anglais dans les classes supérieures. On les voyait se trémousser sur leurs chaises, sans qu'on sût d'où naissait cette hilarité duel. Quand il entendit son nom modulé par Monsieur Flamand, Médicatib, Mehdi se leva, raide comme un automate, et s'approcha, le cœur battant, du proviseur. Celui-ci tenait des deux mains une pile de livres brandis comme le Saint-Sacrement. Tout se passa comme dans un de ces rêves où, bizarrement, aucune catastrophe ne vient interrompre le cours des choses. M. Bellion lui remit les livres, qu'ils étaient lourds, posa dessus une sorte de parchemin enroulé, le fameux prix d'excellence, et lui tapota la joue avec bienveillance. « Félicitations, mon fils. » Mehdi, ébahi, oublia de remercier ce Français qui prétendait être son père. Il tourna les talons et fit face à l'assistance, indécis, sous le regard comblé de sa mère. Il oublia que sa place était au premier rang et se dirigea à petits pas vers elle, la pile de livres sous le menton. Personne ne lui fit remarquer son erreur. Peut-être n'en était-ce pas une. Tous les pions étaient alignés sur le côté comme des soldats rendant les honneurs. Il dut passer devant eux, de plus en plus raide, pour aller s'asseoir. De nouveau, il sentit la boule dans l'estomac. Mais ce n'était plus la peur qui lui tordait le ventre, plutôt la chouma, cette forme de pudeur qu'il semblait porter dans ses gènes. Morel le regardait d'un air gouailleur et murmura sur son passage : « Bravo, Fatima, des dindons au prix d'excellence, quel beau parcours !» Madini ne dit rien. Ses yeux brillaient d'ironie, et sans qu'il émît un son, ses lèvres dessinèrent le cri « Banzai !» Régnier le regarda d'un air perplexe, haussa les épaules et ne dit rien, ce qui inquiéta Mehdi. Les prolétaires n'ont pas de prix. Dumont le regarda d'un air sévère et, se penchant sur lui, le souffla à l'oreille. « C'est bien, petit Breton, je suis fier de vous. » Puis, cryptique, le bicorne. Quand tous les prix furent distribués, M. Flamand fit une dernière allocution, farcie de phrases toutes faites qui réjouirent Mehdi. Les meilleures choses ont une fin. Il n'est bonne compagnie qui ne se quitte, etc. Et souhaita à tous des vacances délectables et revigorantes. À titre de confidence, il révéla plutôt qu'il allait passer les siennes dans son Ardèche natale. « Mais vous n'êtes pas obligé de m'y suivre, » ajouta-t-il en inclinant la tête et en souriant malicieusement. Sur cette plaisanterie un peu fade, qui suscita quelques rires polis, la cérémonie s'acheva et tout le monde se leva. Le proviseur entama une conversation enjouée avec une femme particulièrement élégante qui tenait un adolescent boudeur par la main. Dans la confusion des allées et venues, des chaises renversées, des adieux et des au revoir, Mehdi et sa mère ne cessaient de se heurter aux uns et aux autres, sans pouvoir s'échapper de la cour devenue labyrinthe brûlant. Ils se trouvèrent soudain devant M. Marcellus qui tout sauta légèrement, puis énonça d'un ton grave : « Madame, votre fils a des dons en mathématiques. Il faut le pousser dans la voie royale, bac C, prépa, grande école. » La mère hocha la tête déroutée. Son français était rudimentaire et elle n'avait retenu que deux choses : voie royale. C'était quoi ça ? Il allait devenir roi, son moutard ? Chut, pas de politique. Ils s'éloignèrent.
Monsieur Porte vint s'incliner cérémonieusement devant la Marocaine en djellaba bleu, aux cheveux cachés par un voile rose, qui tenait sa progéniture d'une main ferme. « Madame, votre enfant a des dons pour la géographie. Il ferait un bon explorateur. » La prof d'anglais, qui s'accrochait maintenant à son bras, tiens, c'était sa poule, éclata de rire et lui donna un coup de coude dans les côtes. Se reprenant, Monsieur Porte prit une voix flûtée pour dire « Oublions les voyages et les explorateurs, que Monsieur Lévi-Strauss prétend haïr. Le petit Mehdi, avec son amour de la géographie, ferait un bon topographe, peut-être même un ingénieur. Il faut le pousser dans cette voie. » La maman du petit topographe, ébahie, balbutia quelques mots de remerciement que Monsieur Porte accepta avec grâce. Au moment où ils passaient devant le monument aux morts, ils tombèrent sur les bergers qui se dirigeaient aussi vers la sortie. Denis, qui avait obtenu un prix d'honneur, regarda Mehdi avec inquiétude. « Linus a faux Linus, vrai Linus. » Monsieur Berger leur donna une bourrade, les yeux plissés. « Eh bien, dites-vous au revoir, petit Nigaud. Vous n'allez pas vous revoir de sitôt. » Les deux enfants se serrèrent la main en évitant de se regarder dans les yeux. Frédéric tendit la main à Julien qui la serra dans les siennes. « Mon cher Julien, j'ai été jaloux de toi, parce que tu étais bon. Pardonne-moi, Julien. Sois mon ami, mon frère. » Mehdi avait eu les larmes aux yeux en lisant ce dialogue dans Le Mauvais Génie. Il l'avait appris par cœur, ce qui ne lui était pas difficile. C'était maintenant l'occasion jamais de le ressortir. Pardonne-moi, Denis. Mais non, c'était impossible. Sois mon ami, mon frère. Impossible. Et puis, ça ne dépendait pas de deux. Peut-on être frère sans adopter la mère? Madame Berger, justement, toisait son méchanceté la djellaba bleue. Eh bien, Mehdi, tu nous avais pas dit que tu avais une mère si jolie et si jeune. C'est vrai que sa mère est jeune. Elle a à peine 30 ans. Elle ne sait que dire. Qui sont ces gens? Mokhtar a dû la renseigner, lui-même mis au courant par le concierge. Mais elle n'est pas sûre. Sont-ce ces Français formidables qui ont pris soin de Mehdi quand elle-même ne pouvait venir à Casablanca? À tout hasard, elle les bénit à mi-voix. Madame Berger, qui ne s'est pas rendu compte qu'elle vient de gagner sa place au paradis, lui tend une main hésitante qu'elle serre avec effusion. Elle rend tout au centuple, remarque Mehdi. Les bergers disparurent. Près de la loge de Miloud, Cathy Kirchhoff vint en courant lui faire la bise. « Au revoir, mon petit kiki. On se retrouve à la rentrée. » Il rougit jusqu'à la racine de ses cheveux. Elle s'en alla en dansant, tenant par la main une jeune femme aussi jolie qu'elle, sa mère sans doute, ou qui sait, Jenny von Westphalen. Un dernier obstacle se présenta avant la délivrance. Sabine Armand sortit d'on ne sait où, de la loge de Miloud, et vint embrasser Mehdi, qui ne put rien faire pour lui échapper. « Petit lâcheur, j'espère qu'on te reverra quand même l'an prochain au club de théâtre. » Mehdi hocha la tête, les lèvres serrées, sans se compromettre. C'est fini, il le sait. Il ne s'essaiera plus jamais au théâtre. Chat échaudé craint l'eau froide, comme disait M. Flamand. Il essuie de la manche de sa chemise la trace humide que Sabine a laissée sur sa joue. Enfin, ils sont dehors. Tous deux ont l'air soulagés, même si le soleil est aussi brûlant ici que dans la cour où la cérémonie s'est déroulée. Ils traversent le boulevard Ziraoui avec précaution, clignant des yeux,
cherchant de l'autre côté de la belle artère l'ombre des barricadiers, plutôt des barricadiers. Mehdi se retourne. Les bâtiments du lycée, superbes d'indifférence, scintillent dans la lumière implacable de l'été. Serrant ses livres contre sa poitrine, la main dans la main de sa mère, qui porte la petite valise marron à poignée blanche, trottant vers l'arrêt du bus, Mehdi comprend confusément qu'il vient de vivre l'année décisive de sa vie. Une année chez les Français. Voilà, c'est la fin de ce sympathique livre, cette belle histoire de ce jeune garçon qui a passé une année effectivement dans un lycée français à Casablanca. Merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère.